chers amis présents dans la salle, mon confrère professeur qui est au fond de la salle, et mes chers collaborateurs, ma très chère collaboratrice et ma fille aînée qui m'accompagne, ma très chère collègue, ancienne étudiante Gerline Félix, responsable dans des affaires jeunesse et université au niveau du parti aidé, toute l'équipe dirigeante de ce parti, c'est un plaisir, mes très chers amis. C'est un honneur pour moi d'être ici ce matin pour faire un exposé à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. Plaisir, devoir, honneur, et je dois préciser d'entre Dieu que je viens justement, comme mon ami l'a présenté tantôt, je viens de passer 7 ans à la tête de l'OPC, mais je dois vous dire que durant toute cette période, je n'ai pas abandonné mes étudiants. Je n'ai pas abandonné mes cours. Et quand un étudiant ou une étudiante m'appelle, m'interpelle, je réponds de manière positive. Et c'est pourquoi que la semaine écoulée, Gerline m'a envoyé un message pour me dire: ah, professeur, on souhaiterait vous avoir comme intervenant à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. J'ai répondu positivement, et ceci sans réflexion. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de temps et je vais consacrer beaucoup plus de temps, comme je l'avais dit tout récemment, à mes activités académiques. Et c'est toujours un plaisir, un honneur, un devoir pour moi d'être accompagné de mes étudiants, de mes anciens étudiants. Et là, je vais reprendre les propos de l'un de mes mentors, qui n'est pas en Haïti, que je respecte, mon père spirituel, le professeur Victor Benoît. Nous avons consacré une salle qui porte son nom à l'Office de la protection du citoyen. Et le professeur Victor Benoît il aime toujours dire, m'pas gen boss. Boss moi, c'est étudiant. M'pas gen patron, m'pas gen employeur. Employeur, c'est étudiant. Et là, moi, je voulais profiter de l'occasion pour me reprendre encore une fois propos mentor là, pour me dire que tant ville, recherche moi, activité, moi, entendre pour me consacrer à l'étudiant jusqu'à ce que je quitte de ça. Et c'est ça qui fait que je vais commencer cet exposé avec 2 notes. Une note négative à 100% et une note plus ou moins, je pourrais dire, plus ou moins positive. La première, elle est négative à 100% et la deuxième note, elle est plus ou moins positive. La première, dans la soirée du 8 décembre 2024, mes très chers amis, en prélude justement à la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme, aujourd'hui nous commémorons la Journée internationale des droits de l'homme. Dans la soirée du 8 décembre, on le sait probablement, plus de 184 personnes sont tuées du côté de Cité Soleil. Côté que il est plus ou moins WAF Cité Soleil. Ces gens ont été tués et en général, ce sont des personnes, selon des informations rapportées par la presse, par certains médias, eh bien, ces personnes qui ont été exécutées, tuées, sous l'ordre de chefs de gang, sont âgés entre 60 et 80 ans. Ce sont des personnes du 3e âge.
sans défense, sans armes, qui ont été lâchement abattus du côté de Cité Soleil par un chef de gang. Pourquoi la note est négative à côté de tout ce que nous avons enregistré? Mais il faut dire que ce qui choque, ce qui doit choquer, ce qui doit nous choquer, ce qui doit nous révolter, c'est l'hypocrisie plutôt au niveau des autorités étatiques, des autorités gouvernementales qui ont vite fait sortir des notes de protestation. Quand des personnes sont tuées, quand des personnes sont assassinées par des bandits armés, la première responsabilité incombe à l'État. Parce que Amnesty International le dit très souvent, quand l'État ne protège pas ses citoyens des atteintes commises par d'autres, ils partagent avec leurs auteurs la responsabilité des torts infligés. Dans ce sens-là, chers amis, ce n'est pas dit que nous voulons dire que l'autre monde a tué presque chaque jour, pas d'importance, mais étant donné que ça, son bagage qui fait, ça gagne seulement moins que 48 heures de temps, et c'est révoltant. Demandez-nous, ce n'est pas de trop, s'il vous plaît, si nous sommes d'accord, pour nous faire camper, pour nous accorder 1 minute de recueillement à tout le monde. Et dans cette salle, j'ai mon collègue, mon ami, le professeur Eliakim Kangé, qui a perdu l'un de ses oncles. Répondant au nom de Marcel Kangé. Merci beaucoup. La deuxième note, je disais qu'elle est plutôt plus ou moins positive. Eh bien là, je vais utiliser le micro, le réseau du parti Aider, parce que je sais que ce que fait Aider ici, ses activités vont très loin. Et là, je me permets de dire que je ne suis pas seulement dans cette salle, je suis à l'échelle internationale ce matin. Parce que je sais que, avec les nouvelles technologies de l'information qui sont très développées, eh bien, vos activités vont très loin. Et là, note de solidarité, je voudrais exprimer des mots de solidarité à l'endroit d'une grande personnalité. Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'elle. Eh bien, c'est le prix Nobel de la paix de l'année dernière. Le prix Nobel de la paix de 2023. Elle répond au nom de Narges Mohammadi. Elle est iranienne. Elle est âgée de 52 ans. C'est une militante des droits de l'homme, des droits humains, des droits de la femme, des droits de la personne, pour reprendre le mot de Yerline Félix. C'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie, qui a accepté de s'exposer pour combattre la violence exercée contre les femmes et les filles dans son pays, en Iran. Elle a été arrêtée, condamnée à plus de 12 ans de prison, et elle est en prison depuis 2021. L'Amnesty International ne l'a pas abandonnée. Les défenseurs des droits humains ne l'ont pas abandonnée. Et elle est pour le moment souffrante. Et elle a bénéficié d'une libération provisoire. Tenez-vous bien, pour 3 semaines.
après 3 semaines, si les autorités iraniennes ne changent pas d'avis, elle va retourner en prison. Donc, matin là, on a utilisé micro, antenne, réseau, pour aider pour nous exprimer toute solidarité nous, à ce prix Nobel de la paix 2023 et m'a associé à toute femme qui est dans cette salle là, tout garçon qui est dans cette salle là, qui a gourmé contre la violence, qui a gourmé pour le respect des droits humains, le respect des droits de la femme, pour nous dire, Narges Mohammadi, que nous-mêmes en Haïti, nous pensons à lui-même, et gens que Amnesty International en pilote nous a demandé, nous exigeons une libération définitive du prix Nobel de la paix 2023, en l'occurrence de Madame Narges Mohammadi. Ce matin, nous allons justement parler de droits de l'homme. Nous allons parler de droits de l'homme dans un contexte difficile sur le plan national, mais aussi dans un contexte difficile sur le plan international. Sur le plan national d'une part, mais aussi sur le plan international. On va parler de droits de l'homme à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, mais qui coïncide, comme mon ami qui a fait la mise en contexte l'a dit tantôt, à la commémoration du 76e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vais éviter de faire ce que l'on peut appeler une présentation plutôt classique, mais essayer de vous présenter quelque chose de très concret. Donc, on ne va pas tellement prendre un bagage livresque, un bagage classique, mais on a plus été pour nous atterrir dans ça que nous allons discuter là. Mais ça qui est important pour nous dire d'entre jeu, eh bien, à chaque fois qu'on parle de questions de droits de l'homme, de droits humains, de droits de la personne, eh bien, il faut qu'on situe les questions de droits de l'homme dans un contexte géopolitique. Parce que, journée aujourd'hui, et nous parlons le plus devant, droits de l'homme, même s'ils veulent une signification universelle, bien évidemment, mais il y a tout une interprétation ou bien une application de un contexte à l'autre, de un pays à l'autre, de une région à l'autre. Et c'est ça qui fait que spécialistes remédient en français que les droits de l'homme, on les applique à géométrie variable. Je vais prendre un seul exemple, et peut-être des cas prendre plusieurs. On nous regarde rapidement ce qui a passé en Israël depuis bien longtemps. Ça qui a passé dans la bande de Gaza. Nous voyons sur Internet, dans la télévision, côté que chaque jour, c'est bombardé à bombarder, on a mouru, et les gens qui mourent, ce n'est pas seulement les gens qui ont des armes, mais la grande majorité des gens qui mourent, c'est des gens qui sont sans défense. Même il y a 184 personnes qui mourent dans la cité solaire là. C'est des gens qui mourent, c'est des enfants de 4, 5 ans, 6 ans, qui ont amputé, qui perdent un pied, qui perdent un bras, qui perdent tous les deux pieds, qui étaient rêvés pour devenir un grand sportif, et puis rêves brisés. C'est des responsables d'ONG qui décident de porter soin de santé par les gens qui sont en difficulté, et bien que ils bombardent des machines qui sont là-dedans de mourir. Donc cela veut dire que depuis un certain temps, il y a des crimes qui sont enregistrés dans la bande de Gaza, et bien que en pile monde considéré comme étant des crimes de guerre, des cas de génocide, des crimes contre l'humanité. Et à l'échelle internationale, il y a une instance qui a été créée en 1998,
que la Cour pénale internationale, CPI, eh bien, une responsabilité Cour pénale internationale, ça gagne, c'est arrêter, poursuivre tout le monde qui est censé impliqué dans des crimes de guerre, dans des crimes sur des innocents, sur des femmes enceintes, sur des petits monde, sur des gens qui vivent avec handicap, pour poursuivre, arrêter, juger et condamner. Alors, Cour pénale internationale, ça gagne pratiquement moins que 2 semaines. Il lance un mandat d'arrêt à un monde que l'estimé qui est impliqué dans le crime. Et mon nom, c'est le premier ministre actuel du pays Israël qui est Netanyahu. Alors, côté hypocrisie, peut-être nous allons demander pour ça, nous parler de hypocrisie. Eh bien, en pile dans le pays qui reconnaît compétence pour pénale internationale, il y a là donc applaudi décision parce que vous estimez que le Premier ministre a un comportement vraiment qui montre que l'a violé doit monde qu'il commet des crimes de guerre. Mais il y a l'autre pays tout qui dit que ah non, le Premier ministre dit que juge dans l'immunité, il ne pas qu'à poursuivre. Et s'il vient là, nous-mêmes, nous ne pouvons pas arrêter parce qu'il bénéficie de l'immunité. Mais analyse ça au faire, mettant en tête nous si c'était un autre Premier ministre ou bien l'autre président dans le pays Afrique qui te commet le crime ça, eh bien même analyse ça va faire. Et parmi les pays ça, il y a la France qui te rapidement dit que Netanyahu doit bénéficier de sa immunité. Deuxième exemple, pour me parler de l'hypocrisie avant que je m'entre dans l'introduction exposée, nous prenons un autre cas qui est beaucoup plus intéressant, nous, c'est la situation monde qui vit en République dominicaine. Nous connaissons le gouvernement dominicain, dans l'action que la Bagie, il comporte comme si nous avions un gouvernement qui a pratiqué des méthodes hitlériennes, époque Hitler, par rapport à ça, fait compatriotes haïtiens, refouler, maltraiter, battre, dit que faut envoyer près de 3 000, 4 000, 10 000 personnes retourner par semaine. Eh bien, si nous suivons la réalité là, par nous, chers amis, peut-être nous sommes capables de tromper, si nous me trompons, je me trompe de bonne foi, même pourquoi ouais que instance internationale qui présente dans le pays a une position claire par rapport à ça que le gouvernement dominicain a fait ici. Ça a gagné pratiquement un mois. Moi, j'ai eu une chance pour me participer à une réunion sur question situation monde qui vit en République dominicaine. Et j'ai eu des étrangers, j'ai eu des autorités gouvernementales qui étaient là tout. Et puis, les questions agitées, en pile dans nous, et y compris moi-même, nous avons dit, c'est pas seulement penser à des kits, les retourner du côté de Belader, Wanamet, etc. Mais il faut avoir une position claire de la part de certaines instances internationales pour dénoncer les atrocités de la République dominicaine. Alors, on va faire nous saisir, il y a un responsable instance internationale, nous sommes capables de quitter au statut de diplomate, et bien il dit non, dans ce moment ça, nous ne sommes pas capables de faire dénonciation, il faut que nous utilisions une diplomatie silencieuse. Cela veut dire que nous ne sommes pas capables de dénoncer ce qu'a fait en République dominicaine en nous restant en bas pour nous discuter. Et nous prenons compte, c'est ça qui fait que ce n'est pas un pile monde qui prend position publique contre ça qui a passé en République dominicaine, d'où ça nous a relé une sorte de question droits de l'homme à double vitesse, ou bien question des droits de l'homme à géométrie variable, ou bien pour ne pas dire tout simplement
de l'hypocrisie dans toute sa laideur quand on parle de droits de l'homme. Alors, droits de l'homme, droits humains, droits de la personne, aujourd'hui une double date, la Journée internationale des droits de l'homme, et aussi la commémoration de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et hier, je dois vous dire, chers amis, on ne doit pas l'oublier, c'était la journée consacrée aux défenseurs des droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme, c'est une, mais les gens tout qui pour défendre les droits de l'homme, sont l'autre bagaille. Les gens qui acceptaient exposer la ville, qu'on ait prison, qu'on ait exil, qu'on ait torture. Là, on a parlé de Naguès Noamadi qui, si nous avons mené une enquête, nous avons que Damsa, yo battu pendant plus d'une vingtaine de fois. Et c'est pas si bâton, non? Bagage sévère, suivi de torture pendant que il est en prison iranienne. Donc, il y a des gens qui sont exposés à vie. Et si nous parlé de droits de l'homme, nous ne sommes pas capables d'avoir une pensée spéciale pour tout le monde qui est défenseur des droits de l'homme. Et être défenseur des droits de l'homme ne veut pas dire qu'on est avocat. Ce n'est pas avocat qui défend les droits humains seulement. Vous doit avoir une chance de faire pour étudier le droit ou venir défenseur des droits humains. Vous devez avoir une chance de passer dans l'université ou venir défenseur ou militant des droits humains. Donc, un militant défenseur des droits humains, il n'a pas besoin de faire études juridiques, il n'a pas besoin de faire études sociologiques. Un défenseur des droits humains sont des gens qui embrassent une cause pour la justice. Et qui défendent l'injustice, qui défendent la justice, qui combattent l'injustice. Donc, un défenseur des droits humains capable d'ouvrier en dans factory, il est capable de syndicaliste, il est capable d'enseignant, il est capable d'un homme politique, il est capable d'une femme politique. Donc, aujourd'hui, on est en train de commémorer deux dates, deux événements, deux choses. Premièrement, la Journée internationale des droits de l'homme et la commémoration de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce que nous appelons DUH. C'est un texte qui a été adopté, comme on le sait, le 10 décembre 1948, mon ami l'a souligné tantôt, par l'Assemblée générale des Nations unies. C'est un texte qui comprend 30 articles et c'est un texte qui met l'accent sur des questions des droits de l'homme et c'est un texte qui met l'accent sur les valeurs universelles en matière des droits de l'homme. Et il y en a deux, au moins, comme valeurs universelles insérées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. La première valeur universelle, eh bien, c'est la dignité humaine. La dignité de tout être humain, de tout individu, en dehors des positions de race, de classe, de religion, d'appartenance économique. Donc, dignité, c'est que c'est nous tous qui gagnons. Et nous n'avons pas besoin qu'on ait qui côté nous sorti, dans qui cadre sécurité. Donc, tout être humain a droit à dignité, respect, dignité, pour considérer mon nom qui en face à son monde que lui même d'abord. C'est une valeur universelle qui est insérée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a une deuxième valeur qui est universelle, que l'on retrouve aussi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et bien c'est l'égalité. L'égalité entre les hommes, entre les femmes, entre les peuples, de toutes les nations, de toutes les races. Ce n'est pas sans raison que un ancien secrétaire général des Nations Unies, le Ghanéen Kofi Annan, disait « Les droits de l'homme, ça constitue un patrimoine commun. » Donc, qui côté nous joignent deux valeurs ça, nous joignons dans toute Déclaration universelle des droits de l'homme, non, mais nous joignons plus précisément dans l'article 1er.
article 1er Déclaration universelle des droits de l'homme dit nous, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc, il est clair. Donc, article 1er que nous allons retrouver sous une autre forme dans d'autres articles, il est clair avec nous, il dit que tout le monde fait libre et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, à côté de ces deux valeurs universelles que je viens de mentionner, que je viens de citer, il y a deux principes que l'on retrouve aussi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce sont deux principes de base en matière des droits humains. Le premier, c'est le principe de l'universalité en matière des droits de l'homme, même si quelque part on conteste cette universalité, les prédateurs contestent cette universalité, mais sans embâche, la Déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien, affirme, fait ressortir le côté universel en matière des droits de l'homme, à savoir les droits humains, eh bien, appartiennent à tout le monde. Et le deuxième principe que l'on retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est le principe de l'indivisibilité, que nous appelons le principe de l'indissociabilité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quand on parle de droits de l'homme, de droits humains, on ne peut pas se permettre de dire, écoutez, je vais prendre une catégorie de droits humains, je vais laisser tomber une autre catégorie de droits humains. Non. Dépendant des droits humains, c'est un coup, c'est nos spaghettis qu'on est tout marché ensemble. Moins besoin de liberté d'expression, mais pendant besoin de liberté d'expression, moins besoin de travail. Moins besoin de travail, ou bon travail, mais il faut avoir moins de santé. Il faut créer l'hôpital pour les malades, pour aller à l'hôpital. Donc, droit travail là, marcher avec droit santé. Moins besoin de l'hôpital là, mais pour me capable d'être en bonne santé, il faut un bon côté pour me rester. C'est le logement. Donc, si je n'ai pas de bon logement, si je suis dans la rue, si je vis dans de très mauvaises conditions, même si tu as mis 50 000 à l'hôpital, ça ne sert à rien. Donc, moins besoin de travail, moins besoin de liberté d'expression, moins besoin de santé, moins besoin d'environnement. Et pendant besoin d'environnement, pendant besoin de logement, tout, moins besoin de loisirs. Nous bagages qui ont privé nous. Ah, on est à moins de 2 semaines de la Noël, de fête de fin d'année. C'est une utopie pour nous. Donc, moins besoin de loisirs après 6 jours, ou bien 7 jours de travail, ou bien une année de travail. C'est un droit de l'homme, c'est un droit humain que l'homme. Et tout marche ensemble. Et c'est ça que spécialistes, si on parle de question de droit de l'homme, il y a toujours une tendance pour dire que les droits humains sont non seulement universels, mais les droits humains sont indivisibles, ils sont indissociables, ils sont intimement liés, ils sont solidaires les uns aux autres. Malheureusement, 76 ans après, si on t'a demandé, nous, quel que soit le monde qui est dans ça, on t'a demandé, font bilan de situation de droit dans le pays, ça, je ne vais pas être menti, je ne vais pas avoir un monde qui est capable de parler de réjouissance en matière de droits de l'homme. Et c'est ça que fait, je ne dis pas, nous ne va pas prendre la liberté. On ne va pas se permettre, comme les autres le font, de parler de la célébration des droits de l'homme en Haïti, tout comme à l'échelle internationale. Le moment n'est pas à la fête, le moment n'est pas à la célébration, car le tableau est trop négatif en matière de droits de l'homme. Nous ne sommes pas capables de célébrer, nous ne sommes pas capables de fêter. Il y a des dates que nous ne sommes pas capables de fêter.
il y a des dates nous capables de commémorer, c'est-à-dire à travers une réflexion profonde, et comme on le fait ici au local du parti ELI. Mais il y a un autre bagage assez important que moi je voulais dire, c'est que Déclaration universelle des droits de l'homme, non, il parle de tout droit, droit civil, droit politique, droit économique, socio-culturel, que nous mettons dans la deuxième catégorie. Il parle de droit environnement, droit à la paix, que nous mettons dans la troisième catégorie. Il parle de technologie, tout, même bien ça a développé ici à là, comme étant quatrième catégorie. Mais, bon bagage important pour que Déclaration universelle des droits de l'homme, non, fait mention de lui. Et dans l'occasion du décembre, nous avons attiré l'attention sur lui. Et là, je vais lire pour vous, chers amis, 2 articles. Premier, c'est article 21. Et deuxième, c'est article 27. En cas de qui c'est article 21. Et article 21, il va expliquer raison qui fait que là, je ne dis pas. Si nous là, journée jeudi, si nous présents dans la salle là pour nous entendre des conférences, pour nous émettre opinion, pour nous écrire articles sur lui, pour nous voir l'autre monde qui est à l'étranger, tandis que ça n'a pas lié là, eh bien c'est en vertu de 2 articles. Ça. Qui c'est l'article 21 dit? Article 21 dit que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Cela veut dire pas quitter mon jeu dans tête pour dire ah, le pays d'Haïti pas changer, en non pas vague, etc. Pas entrer dans bagaille qui passer dans le pays, d'aller à disparaître. Non. Déclaration universelle des droits de l'homme, non. Droits de l'homme, non, bah nous, droit pour que nous prenions part à ça qui a passé dans le pays, nous, à la direction des affaires publiques. Et prendre part à la direction des affaires publiques, cela veut dire c'est impliquer nous, c'est engager nous dans un combat pour changer l'ordre des choses. Et article 27 là, allait presque dans le même sens. Article 27 là dit nous, toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Cela veut dire non seulement moi j'ai le droit pour participer dans toute bagaille politique qu'a fait dans le pays dans tout, même j'ai le droit pour participer dans toute activité culturelle qu'a fait dans le pays dans tout sens, à travers musique, roman, théâtre, tout et tout, association, syndicat. Donc je peux décider de créer un syndicat, de créer une association de jeunes, de créer un groupe d'étudiants universitaires. Moi, je dois pour créer une association de parents d'élèves. Moi, je dois pour créer une association de paysans. Moi, je dois tout pour créer, en mettre tête ensemble pour créer un parti politique. Ensemble. Comme structure, comme outil, comme arme, pour moi changer l'ordre des choses. Et un parti politique qui s'allie, eh bien, un parti politique, eh bien, c'est un regroupement, étant donné qu'il nous parler du parti politique, il était dans la thématique là, c'est un regroupement de citoyens, de citoyennes, c'est-à-dire son regroupement qui gagne garçons là-dedans, qui gagne femmes, garçons, toute classe sociale, parfois, femmes, la ville, femmes tampon, femmes qui savent en dehors, eh bien, ils mettaient tête ensemble et ils ont gagné une vision commune
une vision commune que vous voulez atterrir en deux côtés à vivre. Donc, un parti politique, eh bien, on pourrait le considérer comme étant un groupe ou bien un regroupement de citoyens et de citoyennes animés d'une volonté ou bien d'une vision commune. Et parti politique, ça, le plus souvent nous contents de mon Abdil, eh bien, parfois, il contient plusieurs objectifs. Un objectif, parfois, c'est la prise du pouvoir. Parfois, il doit décider pour une prise du pouvoir là pour contre lui, s'il y a moyen pour ça. Parfois, il doit dire que la prise du pouvoir avec d'autres alliés. Parfois, tout, il doit dire que la décidé pour rester dans l'opposition. Et c'est ça qui fait que nous parlons de monde qui est dans la science politique, nous parlons parler de partis politiques de plusieurs tendances qui parlent tendance de droite, d'extrême droite, tendance centre, tendance de gauche, de centre-gauche, etc. Mais nous-mêmes, matin, étant donné que nous avons parlé de droits de l'homme, nous ne pouvons pas venir avec définition, explication entre différents types de partis. Je vais prendre la liberté pour parler plutôt d'un parti politique à tendance démocratique. Et quand on dit démocratique, eh bien, cela sous-entend dans le plein sens du mot, eh bien, de manière concrète. Eh bien, un parti politique de tendance démocratique, parce que capable toujours un parti politique de l'autre tendance, d'extrême droite, eh bien, parti politique ça, d'abord, il fonctionnait suivant un cadre juridique. En Haïti, plusieurs monde mettent ensemble pour faire un parti politique, c'est d'abord un droit. Il n'est pas capable d'empêcher un parti politique. Parce que la Constitution 87 là, il va nous liberté ça, il va nous droit ça. Constitution 87 dans l'article 28, il dit nous, tout Haïtien a le droit d'exprimer librement ses opinions en toute matière par la voie qu'il choisit. Moi, je dois décider, je dis c'est journaliste que je vais le faire, je vais écrire article. Je dois dire que c'est théâtre que je vais le faire. Je dois dire c'est pour que je vais le faire, je vais le faire pour me faire passer l'idée. Mais comme ça, tout le monde doit dire bon, je vais laisser mettre tête ensemble avec plusieurs mondes pour mettre un parti politique sur. C'est reconnu par la loi. C'est reconnu aussi par la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce que j'ai cité pour vous tantôt l'article 21 et l'article 27. Donc, il y a un cadre normatif en matière du fonctionnement des partis politiques en Haïti. Et partis politiques de tendance démocratique là, eh bien, sont partis qui épousaient, qui embrassaient, sans les valeurs universelles en matière des droits de l'homme, que nous connaissons qui c'est dignité, qui c'est égalité. En dans un parti politique démocratique, ou bien à tendance démocratique, eh bien, vous joignez application, principe ça, valeur ça, à savoir dignité, à savoir égalité, mais vous joignez tout en dans parti politique ça que nous avons des paramètres, des indicateurs en matière de démocratie. En dans nos partis politiques de tendance démocratique, qui sont à joindre comme valeur qui va le véhiculer, comme idée qui va le véhiculer, c'est d'abord la primauté du droit. Parti politique là va le faire monde, membre, adhérent, allié, connaît que en dans société il faut gagner la primauté du droit. En dans société il faut gagner le contrôle des abus de pouvoir. C'est-à-dire, lorsque par exemple une autorité fait un bagage qui grave, il faut le bon côté pour l'albaï explication. En don parti politique de tendance démocratique, on a besoin de la transparence.
ou a besoin de la promotion en faveur de l'organisation des élections régulières, des élections honnêtes, des élections démocratiques. En don parti politique de tendance démocratique tout, ou a besoin de la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, il ne pas marcher pour contre lui. La bonne gouvernance, c'est pour bagage qu'on va dans un supermarché qui dehors là. Ou pas dans une pharmacie. OK? Ou pas dire venir acheter 3000 gouttes ou bien 3000 $ bonne gouvernance. Non? Bonne gouvernance, non, son bagage qui construit son exercice que lié, son bagage qui dans la pratique, dans le comportement, dans les actions, okay, dans les décisions, et bonne gouvernance est associée justement à la responsabilité et à la reddition des comptes. Donc, un parti politique qui se respecte doit promouvoir à travers ses actions, à travers ses programmes de formation, toute idée ça. Idée de bonne gouvernance, idée qu'il y a égalité, idée qu'il y a dignité, idée qu'il y a la transparence, idée qu'il y a la primauté du droit, etc. Et il t'a de bon ton tout pour parti politique de tendance démocratique ça, non seulement il facilite la bonne gouvernance, mais également il promouvoir, ça nous arrive, l'autre mot que nous allons utiliser, ça nous arrive la stabilité politique. Alors, stabilité politique, avec un petit bémol, ce n'est pas en imposant des pratiques dictatoriales ou des pratiques totalitaires ou des pratiques fascistes. Nous, parti politique de tendance démocratique, pas capable de dire, bon, m'a supporter aveuglement nous régime qui a crasé brisé. Nous régime qui pas soucieux de respect de loi de l'homme. Nous parti politique de tendance démocratique pas capable comme si d'azou pour à supporter une dynastie. Nous sommes pour s'arriver là et pendant 2 jours là en Syrie côté que nous arrivé capoter un régime qui a 54 ans. Papa a fait plus d'une trentaine d'années, petit a lui-même fait près de 24 ans. Papa a petit seulement fait 54 ans et sous pouvoir. Il est arrivé des choqués. Et on a parlé de l'hypocrisie tout à l'heure. Eh bien, même Mounsao qui fait 54 ans sous pouvoir, qu'on y a là tout gros pays, dans toute presse internationale, on peut dire ah, on a renversé un dictateur, etc., un despote. Mais ce despote, lorsqu'on a recevoir la Kali, c'est tapis rouge qu'on mettait pour lui. Et quand il a tombé, bon, il va accuser le despote, etc. Donc, on a parlé de stabilité politique, ce n'est pas imposer un gouvernement dictatorial ou un gouvernement fasciste, mais c'est plutôt stabilité dans le sens d'une alternance démocratique. Bon bagage qui est important en matière de démocratie, c'est ça, l'alternance démocratique. L'alternance démocratique, c'est lorsque, par exemple, en ton pays, il y a des élections qui doivent organiser, le président gagne un mandat, il permet le président de faire mandat, et après le président fait mandat, il y a l'autre élection qui fait pour remplacer le mandat de manière démocratique. Donc, les ça, on dit pays, ils sont une route pour joindre une stabilité politique, côté que pas besoin d'écraser, briser chaque 2 ans, chaque 3 ans, bien chaque 4 ans que le président pas fait mandat, eh bien, ou entrer dans ça, un circuit, ok, ou entrer dans une logique d'alternance démocratique. Et c'est la responsabilité d'un parti politique de promouvoir ces 2 choses, à savoir la bonne gouvernance, mais aussi la stabilité politique. Les 2 sont très importants. Pourquoi? Parce que et la bonne gouvernance et la stabilité politique
peuvent nous conduire vers un développement économique d'Haïti. Si nous avons besoin d'un développement économique, premièrement, il faut nous travailler pour une bonne gouvernance. Il faut nous travailler pour une stabilité politique. Stabilité politique au regard de cette alternance démocratique. Et développement économique, là, nous avons besoin de manière générale. Moi, je ne vais pas faire une présentation sur la situation économique dans le pays pour matin, chers amis, mais je ne vais pas mettre avec moi que la situation économique du pays est très grave. Nous avons pour le moment près de 2 millions de déplacés internes. Je ne vais pas exagérer, si je dis qu'il y a près de 2 millions, il y a dit 300 000, il y a des gens qui disent 500 000. Mais par rapport à ça qui arrive tout dernièrement là, la Lue, Boudon, Solino, nous avons près de 2 millions de monde de déplacés internes. Et nous avons des déplacés internes qui sont sous les temps depuis plus de 2 ans, depuis plus de 3 ans, et qui vont, selon toute analyse, passer les fêtes de fin d'année dans des conditions de précarité. Nous avons un pile déplacés internes, ça c'est des gens qui ont une activité au tapé. Il y a là des professeurs, il y a là qui ont l'école, il y a là qui ont business. Ils ont perdu toute bagaille. C'est la ruine totale. Et nous ne pouvons pas de demain pour nous ça. Nous avons une dégradation sur le plan sécuritaire qui aggrave la situation économique. Là. Nous avons une pauvreté extrême dans le pays. Nous avons des violations systématiques en matière des droits de l'homme. Et bref, nous sommes capables de dire aujourd'hui tous les indicateurs sur le plan économique, social dans le pays sont au rouge. Et bagay ça il pas sans conséquences. Mais il pas en fatalité tout. Il pas sans conséquences parce que nous avons notre enquête tout petit là, comme nous avons pile étudiants dans ça là. Si nous allons dans FDSE, côté que nous faisons cours, nous avons corrigé dans la fin d'année des enveloppes qui ont environ 120, 110 copies étudiants. Nous avons corrigé copies pour 3e année, nous croyons qu'il n'y a pas même 70. En pile, si nous ne pas là. Ancien secrétaire général faculté de droit, qui sont en mine, il a fait une confidence, il dit, ah, professeur, nous ne sommes pas capables d'organiser un concours d'admission là. Parce que nous ne sommes tellement pas capables de jouer le monde qui vont inscrire. Si nous ne jetons, ça partit d'un gros parti, ça gagne à Saint-Domingue, ça bloque en province, ça bloque en province. Sur le plan médical, chers amis, je n'ai pas besoin de dire grand-chose. Mais en plus, nous avons des médecins que nous avons la caillou. C'est le cas pour moi-même tout. Plusieurs médecins que moi-même dépendent à la caillou. Nous allons payer. C'est autant de par exemple, sur ton femme, tu es un gynécologue, et vous t'en dites, et tu en dis que les parties. Et professionnels, c'est ce qui est important pour nous. Non seulement ils vont aller dans le désespoir, mais quand il y a d'autres qui sont assassinés. Tout récemment, chers amis, on a perdu un médecin, un urologue.
c'est pas côté pas bagaille, et pas côté aux jeunes spécialisation facile. Même urologue garçon ou pas en pile. Une femme qui acceptait choisir une spécialisation pour faire une spécialisation pour venir urologue. Elle a été lâchement abattue du côté de Carrefourfeuille. Et elle n'est pas la seule. Donc, bref, la situation sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire est critique. Et cela engendre des conséquences. Mais ce n'est pas une fatalité. Sans vouloir débattre une question à caractère religieux, etc., nous sommes capables de dire que en pile monde toujours dit ah, ça qui passe nous là, c'est parce que c'est Haïtien fait trop péché, Haïtien ceci, Haïtien cela. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que dans la situation que nous journée aujourd'hui, ce n'est pas parce que bon Dieu pas rien mais non, ou bien bon Dieu rien mais dominicain, américain, français, canadien plus que nous. Il ne faut pas poser problème dans ça. Et nous croyons que moi j'ai l'autre collègue professeur qui est dans cette salle là qui est capable de développer ça beaucoup plus. Ce n'est pas une question de fatalité. Ce n'est pas parce que Haïti, son pays, qui nous capable de dire un pays maudit. Nous avons fait le choix. Nous choisissons les mauvaises pratiques. Nous choisissons la mauvaise gouvernance au détriment de la bonne gouvernance. Nous avons choisi les violations des droits humains au détriment du respect, à l'encontre du respect des droits humains. Nous avons choisi les atrocités. Nous avons choisi de violer les droits de la femme, les droits des enfants, au lieu que nous respections les droits. Nous avons choisi l'intolérance sur la tolérance politique. Nous choisissons intolérance sur la tolérance. Donc ce n'est pas du tout une question de fatalité. Donc si ce n'est pas une question de fatalité, qu'est-ce que je peux dire en dernier ressort? Il faut certainement des pistes de solutions. Il faut dégager ensemble des pistes de solutions. Et comme première piste de solution, moi-même, on pensait que c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Ce que nous sommes en train de faire en ce 10 décembre qui marque la Journée internationale des droits de l'homme et la journée, l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme que l'on est en train de commémorer le 76e anniversaire. C'est ça qu'on a fait et c'est ça qu'on a fait en vertu de thème que l'on choisit pour commémorer la Journée internationale des droits de l'homme, à savoir nos droits, notre avenir maintenant. Nos droits, notre avenir maintenant. Piste de solution, eh bien, c'est l'engagement citoyen. C'est l'engagement de chaque citoyen, de chaque citoyenne, de chaque monde qui croit. On peut s'organiser, on peut s'associer pour changer l'ordre des choses. Et l'engagement commence comment? L'engagement commence par une action. Le fait que, par exemple, on prend une initiative, on dit, bon, moi-même, mais ça que je décide de faire. Je vais sensibiliser une dizaine d'étudiants à la faculté de droit. Je vais sensibiliser une dizaine d'étudiants à la faculté des sciences humaines. Je vais prendre telle initiative. C'est déjà un engagement. Et autre piste de solution, si nous faisons partie de la société civile, à travers des associations, des syndicats, des partis politiques responsables, eh bien,
ne faut pas bouquer exercer pression sur les autorités. Des pressions qui sont capables de prendre toute forme pacifique, parce que nous vivons dans l'autre pays, aux États-Unis, dans des pays de l'Afrique, en Afrique du Sud, Burkina Faso, Sénégal, Mali qui est en difficulté, certes. Donc, je voulais quand même terminer avec ces mots, pas des mots de réjouissance, bien évidemment, mais pas des mots pessimistes, mais des mots d'encouragement pour vous inviter, chers amis, à vous engager davantage dans cette lutte pour le respect des droits de l'homme, bien évidemment, le respect des droits de la personne, pour reprendre les mots de Félix, pour le respect des droits de la loi de façon générale, pour l'instauration d'un état de droit, pour bâtir une démocratie réelle, une démocratie représentative en Haïti. C'est mon vœu, c'est peut-être votre vœu, et ça doit être notre vœu de façon générale. Merci beaucoup.